Aujourd'hui, je vais parler donc de l'autosabotage. Et l'autosabotage, ça fait référence à une action qui est intentionnelle, consciente ou pas, et qui est une action ou une inaction, parce que ça va dans les deux sens, et qui va compromettre la progression de différents individus, de différentes personnes, et les empêcher, en fin de compte, d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est la définition officielle. En gros, l'auto-sabotage, ça va survenir lorsque on entrave notre propre succès ou notre propre avancement ou notre propre développement. Donc lorsque les gens prennent ces mesures qui sont relativement destructrices, en fin de compte, le comportement qu'ils vont avoir et qui est donc relativement nuisible, ça va avoir un aspect, enfin ça va avoir un impact très négatif sur leur vie et ça peut aller très loin, ça peut être très sérieux. Ça peut avoir un impact important sur leur vie de couple, sur leur carrière, sur leurs relations en règle générale, etc. Et je ne vais sûrement pas pouvoir prendre tous les comportements possibles, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais faire de mon mieux pour expliquer pourquoi les gens, en règle générale, se livrent à ce comportement d'autosabotage. Je vais en tirer quelques exemples également, et puis les choses qu'on peut faire pour s'en sortir et pour arrêter de saper son propre succès. Cyril Malka, Sans divan. Sans divan. Cyril Malka, Sans divan. Alors, bah oui, d'abord pour commencer, je me présente. Je m'appelle donc Cyril Malka, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je suis psychologue cognitif et comportemental et hypnothérapeute et quelques autres trucs aussi. Pour en savoir plus sur moi, vous pouvez aller faire un tour sur ma page principale qui est malka.fr. Et là, il y a toute une catégorie qui s'appelle Qui est où est Cyril Malka. Et vous pouvez même prendre rendez-vous avec moi sur le calendrier en ligne. Donc voilà. Ça, c'était pour les trucs plus ou moins officiels. Alors, revenons à l'auto-sabotage. Alors, les, la progression en fin de compte, que l'on enfreint, ça peut être fait de façon consciente et inconsciente. Et les causes, ça peut aller donc de problèmes d'enfance à une relation antérieure. C'est-à-dire que ça peut être un comportement qu'on a appris dès le départ, on verra ça d'ailleurs un petit peu plus tard, mais ça peut être aussi, en fin de compte, on n'a pas fait d'autosabotage, et puis pour une raison ou pour une autre, par une relation, au travers d'une relation quelconque, et ben après cette relation, on va avoir changé, ça va nous avoir impacté, et puis on peut commencer à s'auto-saboter. Et une autre raison principale, ça va être ce qu'on appelle la dissonance cognitive, qui a un impact, ou qui peut avoir un impact. Et après, on a donc aussi la faible estime de soi, et donc les problèmes de gestion de stress. On va voir tout ça un petit peu plus en détail dans un instant. En règle générale, ça va être un mécanisme d'adaptation qu'on a appris et que l'on utilise pour faire face à certaines situations stressantes, aux traumatismes passés, etc. Le problème, c'est que l'autosabotage, ça va aggraver les problèmes que l'on a déjà et ça va en plus limiter les capacités que l'on peut avoir afin de pouvoir avancer de façon plus ou moins saine et réussie. Et donc l'autosabotage, ça peut être un autosabotage tout à fait conscient et ça peut être un autosabotage tout à fait inconscient. Alors un exemple d'autosabotage conscient, ça va être quelqu'un qui est en surpoids et donc qui fait un régime et puis qui tout d'un coup va saboter tout saboter et puis en bouffant un carton de glace ou en faisant des excès de bouffe par exemple. Un auto-sabotage inconscient, ça va être, par exemple, on a un rendez-vous pour une entrevue pour éventuellement monter dans l'échelle de la hiérarchie au travail. C'est très important et
il suffit d'y aller pour que ça réussisse. Et pof, on oublie, on se trompe d'heure, on est retardé pour une raison ou pour une autre, et puis boum, on arrive en retard, ce qui fait qu'on ne peut pas obtenir ce poste. Donc dans ce cas-là, ça va être quelque chose d'inconscient qu'on appelle également un mécanisme de défense. J'ai fait une vidéo sur les mécanismes de défense il y a une dizaine d'années. Peut-être qu'il faudrait que je refasse un webinaire sur le sujet. Mais ça va être une façon de s'auto-saboter également. Alors, les raisons antérieures qui peuvent mener à l'auto-sabotage, alors elles sont multiples, hein, je ne peux pas toutes les prendre, je vais prendre les principales, bien entendu. Et ça va être, alors, des problèmes, une enfance difficile, on va dire. Alors, si vous grandissez dans une famille dysfonctionnelle, que ce soit que vous ayez des parents plus ou moins narcissiques ou que vous ayez tout simplement une famille où les choses ne fonctionnent pas très bien, cela peut contribuer donc à ce que vous avez appris et votre façon de gérer les situations. Si pendant votre enfance, vos parents vous ont persuadé que de toute façon vous n'arriverez jamais à rien ou pas à grand chose, et par la suite vous pouvez avoir appris ce comportement et tout simplement suivi ce qu'on vous a appris. Et l'auto-sabotage, enfin la façon dont les parents vous ont appris ça, ce n'est pas nécessairement d'ailleurs une famille dysfonctionnelle. Ça peut être une famille où on est des résignés, par exemple, et puis on va vous dire, oui, mais tu sais, la vie c'est comme ça, de toute façon, tu pourras jamais entrer à l'université parce que tu es une fille, ou parce que ceci, ou parce que cela, et c'est comme ça, il n'y a que les gosses de riches qui peuvent y aller, nous on n'est pas de ce... Donc ça peut aussi être, pourra-t-on dire, induit dans l'enfant pour une bonne raison, entre guillemets, c'est-à-dire que le parent croit que la vie c'est comme ça, et puis on vous apprend que c'est comme ça, ce qui fait que quand au moment où vous y arrivez, vous vous auto-sabotez parce que vous êtes en fin de compte entre ce qu'on vous a appris, ce que vos parents vous ont appris et ce en quoi vous croyez, parce que ce qu'ils vous ont dit, c'était pour vous aider, c'était pour votre bien, et puis en fin de compte, ce qui est en train de se passer, et donc vous allez vous auto-saboter pour faire coïncider en fin de compte les deux pièces du puzzle. Donc que ce soit des parents très toxiques qui vont vous avoir démonté toute votre enfance, ou que cela ait été fait par des profs qui n'étaient pas très intelligents, ou pour des parents bien attentionnés mais malheureusement résignés, ça peut avoir induit dans votre esprit tout simplement le fait que les choses sont comme ça et vous allez être pris au dépourvu au moment où la situation de développement arrive et vous allez vous coller les bâtons dans les roues. Après, vous avez les problèmes de difficulté dans les relations. Alors ça peut venir de quelque chose qui vous est arrivé au travers de votre développement, donc pas nécessairement pendant l'enfance, mais si vous avez par exemple vécu une relation, encore une fois avec un narcissique par exemple, qui va vous rabaisser constamment, vous pouvez continuer par vous auto-saboter même après la relation. C'est quelque chose que j'ai vu régulièrement avec les personnes qui ont été dans une relation toxique. Il suffit d'une relation de 2 ou 3 ans, même avec une personnalité toxique, pour totalement déplacer presque votre conception des choses et pour arrêter de vous faire... vous perdez confiance en vous, vous perdez croyance en vous, ce qui fait que vous continuez à croire ce que la personne vous a dit, ce que votre ancien partenaire vous a dit. Et puis, cela va avoir un impact dans vos relations futures. La relation toxique va pouvoir avoir un impact sur les relations futures qui ne sont pas toxiques. Alors, quand ces difficultés, ces façons de déstabiliser, les raisons pour lesquelles vous allez déstabiliser, ça va être en ayant des styles d'attachement peu sécurisés. Ça veut dire que vous allez...
Vous avez les relations non sécurisées, ça va être ce qu'on appelle les relations ambivalentes, désorganisées ou évitantes. Si vous développez un style d'attachement peu sécurisé, ça veut dire que vous allez ou bien prendre une certaine distance avec vos prochains partenaires, ce qui fait que vous n'allez pas avoir la même intimité, mais voire pas du tout d'intimité, et vous n'allez pas pouvoir avoir une relation cohérente avec une autre personne. Ça peut aussi être donc une relation ambivalente, où vous allez essayer de vous rapprocher, mais avoir peur du rapprochement, et donc fuir. Ça va être un peu suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Et puis vous avez la relation désorganisée, donc, qui est la troisième forme d'attachement peu sécurisé ou pas sécurisé. Et ça va être en fin de compte la personne qui ne peut absolument pas gérer les problèmes de couple. À partir du moment où il y a le moindre obstacle, ça n'est ni l'évitement ni l'ambivalence, mais ça va être un petit peu bordélique. Il ne va pas du tout savoir comment réagir. Il va réagir à contre-courant, il va déstabiliser tout sans savoir quoi faire, il va courir dans toutes les directions en quelque sorte. Donc, cela mène, enfin, le fait de s'auto-saboter, ça c'est une façon d'auto-saboter les relations. Donc, une faible estime de soi, et donc également une façon de continuer à s'auto-saboter. Du fait où on ne croit pas en soi, cela va pouvoir aussi se développer dans d'autres symptômes que l'on va voir d'ailleurs dans un instant, qui comprennent la procrastination, etc. La peur d'être blessé va vous poser des difficultés et va faire en fin de compte que vous risquez de vous auto-saboter parce que vous vous dites, en fin de compte, personne ne peut m'aimer, je vais encore me faire blesser, je vais encore me faire jeter, les choses vont mal se passer, donc vous allez auto-saboter la relation. Ça peut venir aussi d'une crainte de l'engagement, en vous disant, ouais, mais est-ce que... Alors ça, vous allez avoir les personnes qui ont le syndrome de l'imposteur risquent de tomber dans ce piège, en se disant... Ouais, il m'aime, mais en fin de compte, c'est parce qu'il ne me connaît pas encore. Ou elle m'aime, mais c'est parce qu'elle ne me connaît pas bien. Quand il va me connaître, tout ça va péter et puis ça ne va plus marcher. Donc, on auto-sabote. Donc, la crainte de l'engagement, ce n'est pas nécessairement parce qu'on ne veut pas vivre avec quelqu'un, mais ça peut venir de quelque chose plus profond, justement, et mener à l'auto-sabotage. Puis, ça peut venir de croyances malsaines en matière de relations. Ça vient surtout d'une personne qui aura été élevée dans un environnement toxique, dans une famille toxique, où, en fin de compte, on a une image de la relation qui, en fin de compte, ça marche pas, c'est toujours une question de contrôle. Donc, on va en fin de compte, antagoniser régulièrement la relation. C'est-à-dire qu'on va démarrer des disputes pour un oui ou pour un non, même vraiment sans savoir pourquoi. On va chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Alors on pourra être catégorisé comme toxique parce qu'en fin de compte on va se comporter de façon toxique, mais toute personne qui se comporte de façon toxique ne vient pas nécessairement d'une personnalité toxique. Ça peut en fin de compte venir d'une façon de s'auto-saboter et d'auto-saboter la relation pour prouver que personne ne m'aime, ça ne marchera jamais et je ne pourrai pas. Et enfin, vous avez les problèmes de gestion du stress pour tout ce qui est affaires de cœur. Et ça va être les personnes qui vont avoir des difficultés à surmonter les moindres petits problèmes, qui vont avoir des difficultés à gérer les conflits, qui ont peur des conflits, qui veulent éviter des conflits et qui, paradoxalement, vont en fin de compte les démarrer. Autre raison principale donc, dont j'ai déjà parlé, c'est donc la faible estime de soi. Lorsque l'on a une faible estime de soi, on va être particulièrement vulnérable à tout ce qui s'appelle autosabotage de toute façon. Parce qu'on va se comporter de façon à confirmer les croyances négatives qu'on a sur soi-même. Oui, de toute façon, je plante toujours tout. Oui, de toute façon, je casse toujours tout. Ouais, de toute façon, je vaux rien. Et donc, le pire, c'est que
ce genre de personnes, alors que ce soit par rapport à des relations, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux études, hein, parce que là je viens de parler des relations, et très souvent quand on parle de faible estime de soi, on va penser aux relations. Mais ça peut aussi être dans tous les autres domaines. Les personnes qui ont une faible estime de soi, à partir du moment où les choses sont en train de bien se passer, où elles sont en fin de compte sur le point de réussir, eh ben, elles commencent par se sentir mal à l'aise. Parce que si je vais réussir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je fais quelque chose de mal, ou c'est que il y a quelque chose qui va me retomber dessus, ou c'est parce qu'il va m'arriver une tuile, il va m'arriver un malheur. Bref, on leur a dit toute leur vie qu'elles allaient échouer, elles sont persuadées qu'elles vont échouer, et donc elles sont obligées, elles se sentent obligées de faire réaliser cette prophétie parce qu'en fin de compte, elles n'ont jamais appris à gérer le succès, elles n'ont jamais appris à être heureuses, que les choses se passent bien en quelque sorte. Elles ne savent pas comment gérer le succès. Par contre, elles savent très bien gérer l'autosabotage et les défaites. Donc, elles vont s'auto-saboter pour rentrer dans le connu. Parce que c'est le cas de tout ce qui est ce genre de comportement névrosé, en quelque sorte. Ça va être que, déjà d'une part, toute névrose a un gain. D'accord ? C'est-à-dire que vous gagnez quelque chose pour n'importe quelle névrose. Si vous parlez d'une angoisse, si vous avez une angoisse de faire certaines choses, le gain de cette névrose, ça va être l'attention positive de certaines autres personnes, ça va être l'évitement de la situation qui est désagréable. Enfin bref, il va y avoir un gain quelconque. Même si le prêt à payer devient de plus en plus haut, vous avez toujours ce gain. Et deuxièmement, c'est le fait que c'est quelque chose que l'on connaît. On connaît sa névrose, on connaît les symptômes, on reconnaît en fin de compte la situation, même si elle est extrêmement désagréable, alors que l'alternative, le fait d'une relation saine par exemple, ou que les choses se passent bien, eh ben on a en fin de compte jamais, c'est l'inconnu. On ne sait pas ce que c'est, on ne l'a jamais appris, on n'est pas sûr de savoir le gérer. Et bien là c'est la même chose, à partir du moment où le succès commence à arriver, où les choses commencent à bien se passer, ben, la personne qui a cette tendance à l'autosabotage et qui a une faible estime de soi ne sait plus comment gérer la situation, ne sait même pas si elle est capable de la gérer, et donc ben, du coup elle entre en panique parce que ça reste quand même l'inconnu, alors que l'autosabotage, même s'il est douloureux, en fin de compte ça reste quand même quelque chose de connu. C'est ce qu'on appelle en psychologie la résistance au changement. Après, vous avez les personnes qui ont ce qu'on appelle la dissonance cognitive. Alors, la dissonance cognitive dont j'ai parlé un petit peu plus tôt, c'est en fin de compte quand on essaye de faire combiner deux idées qui sont antagonistes, en fin de compte, qui ne vont pas ensemble. Par exemple, disons que vous allez épouser quelqu'un de formidable, vous l'aimez, c'est fantastique, c'est le grand amour, blablabla, blablabla, mais vous venez d'une relation, enfin vos parents c'était une relation super toxique, votre père il s'est barré quand vous étiez en bas âge, votre mère elle a rien foutu, elle s'est pas intéressée à vous, etc. Et les choses allaient mal à la maison. Bref, pour vous, mariage ou relation, c'est nécessairement quelque chose de conflictuel, c'est nécessairement quelque chose qui est relié à du contrôle, à de la violence, à pas mal de choses. Et d'un autre côté, vous avez cette personne que vous aimez et avec qui vous voulez vivre et avec qui les choses devraient bien se passer. Donc, quand vous essayez de faire correspondre ces deux choses qui sont totalement opposées, eh ben c'est là où on parle de dissonance cognitive et généralement ça se passe très mal et vous allez nécessairement saboter la relation pour qu'elle corresponde à quelque chose que vous connaissez déjà, justement les relations qui se passent mal. Vous ne pouvez pas ou vous ne pensez pas pouvoir changer la donne et améliorer les relations. Ça va être par exemple donc sur le plan de la vie privée. Sur le plan du travail, il se peut que vous êtes au point d'avoir un gros client, gagner beaucoup de fric, que vous allez devenir le vendeur du mois ou je ne sais pas trop quoi. Mais
c'est la première fois que ça vous arrive et vous vous dites, bah non, de toute façon, je ferai jamais rien de bon, ça marchera pas. Enfin bref. Donc le jour d'avant, vous allez à une fête, vous vous bourrez la gueule, vous êtes bourré comme le métro à l'heure de pointe. Et puis bah, le jour d'après, vous vous réveillez avec la gueule de bois, et puis il est trop tard et tout est raté, et puis voilà quoi. Donc ça va être l'autosabotage, les raisons de l'autosabotage ou de la dissonance cognitive. Euh, L'autosabotage va entraîner divers comportements qui peuvent aller donc de la procrastination à l'addiction. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, les trois grands problèmes qui vont venir et qui en découlent, ça va être donc la procrastination, la perfection ou le perfectionnisme, et puis l'abus. Alors, la façon dont les gens s'auto-sabotent, ça va être déjà, en premier, ça va être la procrastination. En se disant que de toute façon, ça marchera jamais, on laisse tomber. Autre chose, vous allez avoir la peur de ne pas pouvoir le faire. Je ne vais pas pouvoir puisque j'ai jamais pu, puisque j'en suis pas capable. Et puis vous commencez à vous imaginer tout ce qu'il faut faire, toutes les choses à mettre en place. Ça, je pourrais jamais gérer tout ça. J'ai jamais pu gérer tout ça, donc je ne pourrai jamais. Donc, dans ce cas-là, on fait de la procrastination. Ou alors, on va faire des préparations à n'en plus finir. On veut être sûr que tout marche bien. Donc, oh là là, je ne suis pas encore prêt, il va falloir que je fasse ça. Ah, il va falloir aussi que je pense à ça, etc. Puis avec ça, il va y avoir des angoisses qui vont s'y coller. Donc, tout d'un coup, il va falloir traiter ces angoisses et pallier à ceci et pallier à cela. Et puis, vous avez la peur de décevoir, parce que ça va sûrement échouer. Donc, dans ce cas-là, on va procrastiner et on va laisser passer le temps, rien faire, etc. jusqu'au moment où, ben, bien entendu, tout se casse la gueule. Et puis, ben voilà, quoi. Donc ça, c'est la procrastination. Vous avez le perfectionnisme. Et le perfectionnisme peut être relié à la procrastination. C'est-à-dire que vous commencez par vous tenir un standard totalement impossible à tenir. C'est-à-dire que d'ici 10 jours, il faut que j'ai fait ceci et que cela, et que ce soit parfait. Même si c'est quelque chose que j'ai jamais fait auparavant, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé, mais il faut vraiment pas que ça rate, il faut vraiment que ce soit totalement parfait. Ça peut justement vous mener à la procrastination. Parce que en vous mettant pour objectif de faire quelque chose de totalement parfait, vous pouvez parfaitement arriver à un moment où vous allez vous dire « je peux pas, je pourrai jamais ». Et là, même inconsciemment, vous allez pouvoir accumuler des retards ou faire des erreurs, etc. Et de cette façon, vous auto-sabotez. Vous avez l'autre partie du perfectionnisme qui veut dire que du fait où vous vous tenez un standard quasi impossible, vous allez travailler chaque détail à la perfection, ce qui fait que vous allez prendre du retard, des contretemps, les choses qui vont mal se passer, et puis tout d'un coup, tout va rater, et puis vous perdez le client, ou les choses se passent mal, ou alors vous mettez juste le dernier petit coup de marteau qui devrait perfectionner le truc et qui fait s'écrouler tout l'édifice. Et généralement, lorsque les choses tournent mal, et généralement c'est ce qui arrive dans ce genre de cas, et le perfectionniste il va perdre pied, il va se sentir honteux, il va entrer en dépression, il a l'impression de décevoir tout le monde, etc. Et puis bon, boum, après on tombe dans la procrastination. Enfin, il y a ce qu'on appelle l'automédication, et ça va être quand vous avez la bataille entre vouloir le succès et vous avez le script du film dans votre cerveau qui dit que vous ne pouvez pas avoir de succès, donc encore une fois une dissonance cognitive, et dans ce cas-là, les gens vont tomber un petit peu dans le piège de la drogue, de l'alcool, de l'automutilation, des médicaments, différentes méthodes pour oublier un petit peu ou pour ne pas avoir aussi mal, ce qui marche relativement bien au moment où on est drogué ou au moment où on est sous influence. Mais bien entendu, le jour d'après, on a la gueule de bois dans les deux sens du terme, non seulement physiquement mais psychologiquement parlant.
on déprime, on a encore moins confiance en soi, on perd encore plus confiance en soi, et puis boum, le truc recommence et la roue tourne. Alors ça, c'était les raisons principales et les différentes façons dont les choses pouvaient se développer. Mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose à ce genre de choses? Alors oui, tout à fait. Alors attention, parce qu'il y a aussi une forme d'auto-sabotage qui vient du fait de la personnalité narcissique, qui peut non pas s'auto-saboter, mais dira-t-on, se croire comme tellement parfaite qu'elle va oublier de prendre en compte certaines choses, ce qui va faire que tous ces trucs vont se casser la gueule. Et du fait où ils ne prennent jamais leurs responsabilités, mais rejettent la responsabilité sur les autres, eh ben, ils vont recommencer de plus belle plus tard. Donc, dans ce cas-là, l'autosabotage ne peut pas être arrêté parce que ce genre de personnalité ne peut pas se remettre en question et bien entendu ne peut pas travailler sur ces choses-là. Alors, si vous êtes en thérapie, c'est relativement facile. Il vous suffit d'en parler avec le thérapeute avec lequel vous travaillez en disant « Bon, ben écoute, Robert, très souvent, j'ai des problèmes d'autosabotage, j'aimerais bien qu'on bosse un petit peu dessus. » Donc ça, c'est parfaitement une bonne idée. Et ensuite, autre chose, autre possibilité, ça va être d'examiner les causes. Alors là, j'en ai donné quelques-unes. Ça vous aura peut-être donné des pistes pour aller les chercher. Mais vous pouvez aussi voir si vous avez une tendance à contrecarrer régulièrement vos bons efforts. Si vous n'avez pas toujours eu cette tendance, quand est-ce que ça a commencé? Essayez de voir pourquoi. Est-ce que ces actes se sont produits avant que vous soyez sur le point de réussir ou sur le point où vous étiez en point d'avoir certaines choses que vous vouliez ou des désirs personnels? Comme je vous ai dit, ce comportement peut venir de l'enfance de différentes façons, hein, ou soit parce que les parents étaient toxiques, ou soit parce qu'ils ont essayé de faire de leur mieux et ils se sont plantés. Mais essayez de voir un petit peu quelles sont les causes de ce comportement et quelles sont les croyances qui, en fin de compte, y sont reliées. Et de cette façon, travailler les croyances. Ensuite, tout bêtement, vous arrêtez de procrastiner. C'est aussi simple que ça. Alors attention, j'ai dit c'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit que c'est aussi facile que ça. Il y a une différence entre les deux. C'est très simple, mais ce n'est pas facile d'arrêter de procrastiner. Donc là, je vous ai donné des raisons pour lesquelles on peut procrastiner. Alors, aussi, comprenez vos raisons de procrastiner. Est-ce que c'est parce que vous avez des plans trop hauts? Est-ce que c'est parce que vous êtes trop perfectionniste? Est-ce que c'est parce que vous avez peur de ceci et de cela? Et dans ce cas-là, encore une fois, avec votre psy, éventuellement, vous pouvez essayer de trouver des méthodes pour arrêter de procrastiner. Et puis, cessez de regarder uniquement le tableau d'ensemble. Comme j'ai posté ce poster sur le groupe WhatsApp que j'ai un groupe WhatsApp sur lequel je poste un petit poster tous les jours à part le samedi, poster motivant. Et sur l'un des posters, j'avais écrit « Arrêtez de regarder l'escalier, concentrez-vous sur la marche qui vient ». Parce que c'est un petit peu le problème dans beaucoup de situations, on voit le tableau d'ensemble. Et on se dit, la vache, je ne pourrais jamais faire ça, je ne pourrais jamais y obtenir, je ne pourrais jamais arriver à ce point-là. C'est un petit peu comme, je joue aux échecs. Si je me dis, moi je veux un ELO qui est au même niveau que Kasparov, ça risque d'être difficile. Je peux commencer par avoir un ELO qui est un petit peu plus élevé, et un petit peu plus élevé, et un petit peu plus élevé. Et ici, c'est un petit peu le problème. Ça va être que si on regarde uniquement le tableau d'ensemble, on peut aussi avoir une tendance à se perdre dans les détails, justement parce qu'il y en a beaucoup, et puis du coup, tout simplement perdre la foi et finir par s'auto-saboter et tout planter parce que, en fin de compte, on ne s'en sent pas capable, ce qui est parfaitement possible si on voit la vue d'ensemble seulement. Donc, vous arrêtez aussi la pensée perfectionniste, bien entendu, parce que essayez de viser l'excellence plutôt que le perfectionnisme, c'est déjà pas mal. Dites-vous que vous allez faire le mieux que vous pouvez, et puis vous faites du mieux que vous pouvez. Vous y allez petit à petit. Le plus important, c'est d'avancer. C'est pas la vitesse à laquelle vous avancez, mais c'est le fait d'avancer. Et puis voilà.
Et puis enfin, il est important de se souvenir que l'auto-sabotage, en fin de compte, ça demande beaucoup de travail. C'est pas aussi simple que ça de s'auto-saboter. C'est chronophage, ça demande beaucoup d'efforts. Et les différentes recherches psychologiques, en fin de compte, qui ont été faites sur le sujet, prouvent que c'est exigeant en ressources mentales, en ressources physiques, en ressources énergétiques. Ça vous demande énormément de travail de vous auto-saboter. Donc faites-vous une fleur et puis arrêtez ça tout simplement. Pour ce faire, pour vous aider comme ça à avancer et dira-t-on, à savoir quoi répondre et par quelle boule prendre, il va y avoir des questions à vous poser qui vont pouvoir vous soutenir dans vos objectifs, qui vont pouvoir vous soutenir dans l'avancement. Alors, vous pouvez vous demander, ok, est-ce que mon comportement est en accord avec mes objectifs? Mon objectif, c'est ça. Est-ce que la façon dont je me comporte est en accord avec ça? Oui? Ok, parfait. Donc vous pouvez continuer. Non? Ah, ok. Alors, sinon, qu'est-ce qui m'empêche de passer à l'action ou qu'est-ce qui m'empêche d'agir pour pouvoir réaliser mon rêve ou réaliser ce projet? Là, comme ça, vous allez avoir quelque chose de relativement concret. C'est parce que je suis persuadé que ceci ou cela, c'est parce que je pense que, c'est parce que je crois que ceci ou cela, c'est parce que ceci ou cela m'est arrivé. Donc là, vous commencez déjà à, quand vous répondez à ces questions, vous allez pouvoir trouver les croyances irrationnelles qui vous bloquent et vous allez plus facilement pouvoir, dira-t-on, les contrer et pouvoir vous aider à avancer. Autre question. Est-ce que votre comportement est en accord avec les valeurs que vous croyez actuellement ou que vous avez actuellement? Et là, même principe, oui, c'est les valeurs que j'ai, ça va, c'est bon, ok, pas de souci. Non, pas tout à fait, là, je vais à l'encontre de mes valeurs. Très bien, donc, posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre des mesures conformes à ces valeurs? Et là, même principe, vous allez vous dire, bon ben voilà, c'est parce que, en fin de compte, je crois que ma valeur est négative, ou c'est parce que je crois que je suis une personne totalement débile, etc. Donc là, vous avez encore une fois les croyances irrationnelles qui vous bloquent et qui vous empêchent, justement, ou qui vous mènent à votre auto-sabotage. Et ça va être sur celle-là que vous allez devoir travailler. Après, comme je vous l'ai dit, un des signes qui prouve que vous allez bientôt vous auto-saboter, c'est généralement un signe qui vient avant. Ça va être cette sensation de malaise ou d'inconfort. Quand vous êtes dans une progression et puis vous sentez mal, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ok, alors il se peut que le malaise soit justifié, il se peut que ce soit parce que vous êtes en train de faire une connerie ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin bref, donc ça peut être parfaitement légitime. Mais pour ça, il faut vous poser des questions. Alors, quelles questions? Alors là, je les mets toutes d'un coup. Si vous sentez un malaise, creusez donc davantage. Est-ce que ce malaise est basé sur ce que d'autres personnes vous ont dit ou vous ont fait croire, qui ont donc limité vos aspirations? Dans ce cas-là, après, vous pouvez vous demander, mais est-ce que ces personnes ont raison? Et pourquoi est-ce que je prends leur avis, en fin de compte, etc., etc. Est-ce que cet inconfort est basé sur une peur de l'échec, par exemple, ou une inquiétude de paraître ridicule, ou que ça rate? Là, vous pouvez aussi travailler là-dessus en vous disant, bon, bah, si ça rate, ça rate. Hein. Les choses ratent tous les jours pour tout le monde, on n'en meurt pas. C'est vrai, c'est désagréable, c'est vrai, ça peut coûter de l'énergie, ça peut coûter du temps, mais bon, entre autres, ça nous donnera toujours une expérience. Est-ce que ce malaise est basé sur une peur du succès? Donc, cette peur du succès dont je vous ai parlé il y a un instant. Et dans ce cas-là, donc ça va être à vous de travailler, mais pourquoi est-ce que j'ai peur du succès? Et en fin de compte, pourquoi est-ce que je ne me contente pas tout simplement de profiter de ce succès? Eh bien, pourquoi pas? Est-ce que vous êtes préoccupé par le fait de réaliser plus que ce que vous pensiez possible? Ça aussi, c'est quelque chose où on se dit, oh là là, je ne savais pas que j'étais capable de faire ça.
là, je suis sûrement, dans un mauvais domaine. Là, je suis sûrement en train de me planter. Non, non, non. Ça peut vouloir dire que vous avez certaines capacités que vous ne saviez pas que vous aviez. On en découvre tous les jours. Et des fois, quand on oublie certaines pensées ou certaines croyances limitantes, un instant, et tout d'un coup, on peut se découvrir de nouvelles possibilités auxquelles on n'avait pas pensé. Et est-ce que si vous réussissez mieux ou accomplissez davantage, est-ce que vous pensez que le succès est plus que ce que vous méritez? Alors ça, c'est également le syndrome de l'imposteur, où on se dit, ouais, mais ça, c'est parce que, en fin de compte, je ne mérite pas ça, ou c'est parce que, non, mais je ne vaux pas ça, ou alors, oui, mais ça, c'est, en fin de compte, je ne sais pas tout ça, et les gens, ils vont s'en rendre compte, et quand ils s'en rendront compte, ça va être horrible, je vais encore me faire planter, etc. Donc voilà les questions à vous poser. Vous y répondez, et une fois que vous avez répondu à ces questions, vous savez ce que vous devriez contrer et travailler pour arrêter de vous auto-saboter, en tout cas sur ces points-là. Après, si l'auto-sabotage est vraiment très profond, il se peut que vous soyez obligé d'utiliser un thérapeute pour vous donner un coup de main ou un coup de pouce dans la bonne direction. Ça, c'est toujours possible, et oui, pourquoi pas. Mais voilà, en gros, c'était l'auto-sabotage, ses causes, ses raisons, comment il se développe et comment on le voit. Et puis, les questions à se poser pour s'en débarrasser et que faire pour s'en débarrasser. Voilà, c'était tout pour cette fois-ci, pour ce webinaire. J'espère que vous avez bien aimé. Et puis donc, si vous avez envie que je tienne un webinaire sur un autre sujet, il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un mail. En fin de compte, c'est ce qui s'est passé pour ce sujet. C'est un sujet qui m'a été proposé par Nathalie d'ailleurs, et que j'ai trouvé très bien. Et donc, je me suis dit, oui, tiens, voilà. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à cyril@malka.fr en disant, Cyril, est-ce que vous pouvez parler de ceci et cela? Et puis voilà. Très bien, merci. Cyril Malka, son divan. Cyril Malka, son divan. Son divan. Son divan. Cyril Malka, son divan.